Ma femme a fait ses valises, pour aller rejoindre son prétendu prince charmant. Quand je l'ai confrontée, elle a eu un petit sourire en coin, et m'a dit de faire avec. Alors, c'est ce que j'ai fait. Plus tard, elle a découvert qu'il n'existait même pas. Aujourd'hui, toute sa vie s'effondre. Je m'appelle Jean. J'ai 38 ans, et je travaille comme chef de projet, pour une entreprise de construction de taille moyenne à Paris. Mes journées sont rythmées par les délais, les inspections de chantier, et la gestion d'équipes qui ne tolèrent aucune confusion. J'accorde beaucoup d'importance à l'ordre, à la prévisibilité, et à une communication claire. Ma femme s'appelle Linda. Elle a 35 ans, et travaille dans le marketing digital, pour une start-up technologique dans le centre-ville. Nous sommes mariés depuis 6 ans, et en couple depuis 9 ans. Nous louons un grand appartement, dans le 11e arrondissement. Pas d'enfants. Nous partageons les dépenses à parts égales, et gardons des cercles d'amis majoritairement séparés, mis à part quelques amis communs que nous voyons de temps en temps. Jusqu'à récemment, j'aurais décrit notre mariage comme fonctionnel, mais tendu, pas explosif, juste constamment sur le fil du rasoir. Linda s'est toujours considérée comme quelqu'un de franc. Dans les faits, cela signifie généralement qu'elle dit tout ce qui lui passe par la tête, sans aucun filtre. Au début de notre relation, j'ai pris cela pour de la confiance en soi. Avec le temps, cela a commencé à ressembler davantage à du mépris. Malgré tout, on s'en sortait. Je ne suis pas passif, mais je ne cherche pas non plus l'escalade, à moins d'y être forcé. Il y a environ 4 mois, elle a commencé à dire qu'elle s'ennuyait. Elle n'était pas malheureuse, selon elle. Juste lassée de la ville, lassée de la routine, lassée de me voir me satisfaire d'un emploi stable, au lieu de courir après de plus grands titres ou de lancer ma propre entreprise. Elle affirmait que Paris récompensait ceux qui prennent des risques, et que je m'installais trop dans mon confort. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait changer. Elle n'a jamais donné de détails précis, se contentant de faire de vagues commentaires, sur le fait qu'elle méritait mieux. Puis, un soir, elle m'a annoncé qu'elle avait rencontré quelqu'un en ligne. Elle l'a décrit comme l'homme de ses rêves, un fondateur d'entreprise à succès, vivant à l'étranger, un visionnaire. Selon elle, il comprenait son ambition, d'une manière dont j'avais toujours été incapable. Je lui ai demandé si elle était sérieuse. Elle a eu ce sourire en coin, et m'a dit de m'y faire. Je suis resté calme. Je lui ai dit clairement que, si elle avait l'intention d'entamer une relation amoureuse avec un autre, nous devions discuter d'une séparation, comme des adultes. Elle a levé les yeux au ciel, en me disant que je réagissais de manière excessive, et que je manquais de confiance en moi. 2 semaines plus tard, je suis rentré du travail, et j'ai trouvé 2 grandes valises ouvertes sur le lit. Elle pliait méthodiquement ses vêtements. Son passeport était posé sur la commode, à côté de son ordinateur portable. Je lui ai demandé où elle allait. Elle m'a répondu qu'elle prenait l'avion pour aller le rejoindre. Elle a dit ça d'un ton désinvolte, comme si elle m'annonçait un simple voyage d'affaires. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle croyait vraiment s'envoler vers une vie meilleure. Et quand je l'ai confrontée sur le fait de quitter son mari, pour un homme qu'elle n'avait jamais rencontré en personne, elle a juste souri, et m'a dit que je finirais par comprendre. Et j'ai effectivement compris, mais pas de la manière dont elle l'espérait. Je n'ai pas essayé de la retenir physiquement. Je n'ai pas caché son passeport, ni annulé son billet. J'ai posé des questions directes, et ensuite, je l'ai laissé faire son choix. Quand j'ai vu les valises sur le lit, j'ai demandé où exactement elle prenait l'avion, et pour combien de temps. Linda m'a répondu Barcelone. Elle m'a dit qu'il lui avait réservé un billet aller simple. Elle a ajouté qu'elle resterait dans un hôtel pendant la première semaine, puis qu'elle emménagerait dans son appartement. Elle décrivait ça comme une opportunité de carrière mélangée à une romance. Je lui ai demandé si elle l'avait déjà vu en vrai. Elle a dit non, mais qu'ils avaient passé des heures en appel vidéo. Elle a affirmé qu'il lui avait déjà présenté, en ligne, quelques-uns de ses contacts professionnels. Elle a insinué que je me sentais menacé, parce qu'il était ambitieux et tourné vers l'international. Je lui ai dit, très calmement, que si elle montait dans cet avion, notre mariage serait terminé. Pas de pause, pas de séparation temporaire. Terminé. Je lui ai expliqué que je contacterais un avocat, et que je lancerais la procédure officielle immédiatement. Je n'allais pas financer sa transition, ni l'attendre pendant qu'elle testait une autre vie, pour la reprendre si jamais elle était déçue. Elle a souri,
de cette manière un peu pincée qu'elle a, quand elle pense avoir gagné. Elle m'a dit que j'avais trop peur du risque, pour vraiment aller jusqu'au bout. Elle m'a assuré que je me calmerais, une fois que je verrais à quel point elle était heureuse. Je n'ai pas argumenté après ça. À la place, j'ai relu notre bail. Nos deux noms y figuraient, mais le contrat arrivait à échéance dans 4 mois. Nos comptes bancaires étaient séparés, à l'exception d'un compte joint pour les dépenses communes. J'ai viré ma part pour les factures à venir, et j'ai tout documenté. Pas par vengeance, mais par précaution. La nuit précédant son vol, elle a fait ses valises dans un calme absolu. Pas de larmes, pas d'hésitation. Elle avait mis de la musique, pendant qu'elle pliait ses affaires. À un moment donné, elle m'a demandé si elle allait me manquer. Je lui ai répondu, que je regretterais la version d'elle qui respectait ses engagements. Le matin de son départ, je l'ai conduite à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Le trajet s'est fait en silence. Elle faisait défiler les messages qu'il lui envoyait, en souriant devant son téléphone. Sur le dépose-minute, elle m'a brièvement pris dans ses bras, et m'a dit que je comprendrais quand j'arrêterais de penser petit. Puis, elle est entrée dans le terminal, sans un regard en arrière. Je suis rentré seul en voiture, et je ne l'ai pas appelée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà commencé à me renseigner sur l'homme, avec qui elle croyait traverser l'océan pour construire une vie. Et plus je cherchais, moins il existait. Au moment où je l'ai déposé à l'aéroport, et où je l'ai regardé entrer dans le terminal, j'ai pris une décision qui semblera probablement froide. J'ai bloqué son numéro, avant même d'avoir atteint l'autoroute. Non pas par colère, mais par besoin de clarté. Je lui avais dit que monter dans cet avion signifiait la fin du mariage. Je ne fais pas ce genre de déclaration juste pour faire de l'effet. Si je laissais la communication ouverte, cela brouillerait une limite que j'avais déjà fixée. Le temps qu'elle survole le sud de la France, il n'y avait plus aucune ligne directe entre nous. Quand je suis rentré à la maison, l'appartement m'a semblé différent. Pas dévasté, juste dépouillé. J'ai marché dans chaque pièce une fois, en faisant un inventaire mental. La plupart des meubles avaient été achetés en commun. Rien d'irremplaçable. Il restait 4 mois sur le bail. Je pourrais l'assumer seul, si nécessaire. Ensuite, je me suis assis à la table de la cuisine, et j'ai commencé à faire des recherches sur Adrien. Son nom, selon Linda, était Adrien Keller. Fondateur dans la tech, fin de la trentaine. Il aurait récemment revendu son entreprise, et investirait désormais dans des startups européennes basées à Barcelone. Pour quelqu'un qui était censé avoir fondé et vendu une société, il n'avait presque aucune empreinte vérifiable. L'entreprise qu'il prétendait avoir fondée existait bien, mais le fondateur enregistré dans les registres publics avait un nom complètement différent, un parcours universitaire différent, et une chronologie de carrière différente. J'ai vérifié plusieurs sources, pour m'assurer que je ne confondais pas avec des sociétés mères ou des filiales. Le profil LinkedIn d'Adrien paraissait soigné, mais vide. Moins de 100 contacts, très peu d'interactions, et un historique d'emploi qui ne remontait qu'à quelques années, malgré ses prétentions concernant une longue carrière. La photo de profil avait l'air d'avoir été prise par un professionnel, mais restait très générique. Une recherche inversée d'images m'a renvoyé vers un portfolio de photographies libres de droit, mettant en scène un mannequin qui lui ressemblait presque trait pour trait. Ce n'était pas une petite incohérence. À ce stade, cela a cessé d'être une simple histoire de trahison, pour ressembler à toute autre chose. J'ai fait des captures d'écran, j'ai archivé des pages, non pas parce que j'avais l'intention de confronter qui que ce soit dans l'immédiat, mais parce que les preuves comptent, les dates comptent, et les déclarations comptent. Si Linda venait de prendre l'avion pour aller à la rencontre d'un fantasme, les conséquences allaient être bien réelles. Et j'avais le fort pressentiment que la réalité allait la rattraper plus vite qu'elle ne le pensait. Je m'attendais à une sorte de réaction dans les premières 24 heures. Pas de sa part directement, puisque j'avais fermé cette porte. Je m'attendais à quelque chose d'indirect. Un email, un appel provenant d'un numéro inconnu, ou un message par l'intermédiaire d'un de nos amis communs, me demandant pourquoi j'étais soudainement devenu silencieux. Rien n'est venu. Ce qui s'est passé a été beaucoup plus discret. Le lendemain matin, j'ai reçu une notification automatique de notre compte joint. Un virement avait été effectué, depuis le compte personnel de Linda vers ce compte, avec un montant plus élevé que d'habitude, presque 3 fois sa contribution mensuelle classique. Cela a attiré mon attention.
Je me suis connecté, et j'ai examiné l'historique des transactions. L'heure du dépôt correspondait approximativement à l'heure à laquelle elle aurait dû atterrir à Barcelone. Cela suggérait qu'elle avait toujours accès à ses comptes bancaires, et n'avait pas été compromise immédiatement. Mais le montant n'avait aucun sens, si elle prévoyait de déménager définitivement. Pourquoi surfinancer un compte joint, lié à un appartement qu'elle venait tout juste d'abandonner? Je n'ai pas spéculé. J'ai juste continué à surveiller. Plus tard dans l'après-midi, j'ai consulté le compte Instagram public qu'elle entretenait pour son réseau professionnel. Elle avait publié une photo de la ligne d'horizon de Barcelone, prise depuis ce qui ressemblait au balcon d'un hôtel. La légende parlait de choix audacieux, et d'une marche vers sa destinée. Les commentaires étaient prévisibles: tu mérites ça, tellement fier de toi, poursuis tes rêves. Aucun signe d'Adrien sur la photo. Aucune localisation identifiée, au-delà de la ville. J'ai zoomé sur le reflet, dans la porte vitrée derrière elle. Aucune deuxième silhouette. Aucun signe évident d'une autre personne dans la pièce. En soi, cela ne voulait rien dire, mais cela renforçait un schéma. Ce soir-là, une autre alerte de transaction est apparue. Un virement international important, de son compte personnel vers une banque basée en Espagne. Ça, c'était nouveau. Je ne pouvais pas voir le destinataire exact, seulement la destination du transfert. Mais le timing était précis, moins de 6 heures après son arrivée. À ce stade, la structure de cette prétendue vie de rêve commençait à paraître moins romantique et beaucoup plus transactionnelle. S'il était riche et avait tout réservé, pourquoi virait-elle de l'argent, quelques heures seulement après son atterrissage? Je n'ai pas paniqué. Je ne suis pas intervenu. J'ai noté les montants et les dates, car si c'était bien ce que je pensais, l'effondrement avait déjà commencé, et cela n'allait pas se faire en douceur. Le deuxième virement bancaire a eu lieu le lendemain matin. Un montant différent, vers le même pays de destination. À partir de ce moment, j'ai arrêté de voir cela comme une erreur amoureuse, et j'ai commencé à l'analyser comme une escroquerie. J'ai repris les captures d'écran que j'avais faites du profil d'Adrien, et j'ai relu ses schémas de communication. Il y avait un thème récurrent, dans les bribes de conversation que Linda m'avait montrées avant de partir: opportunité d'investissement, problème de liquidité à court terme, restriction temporaire de compte, en raison d'une acquisition en cours. À l'époque, elle avait présenté cela comme un accès privilégié. Elle m'avait dit qu'il lui faisait assez confiance, pour l'impliquer dans sa logistique financière. Je me souviens lui avoir demandé, pourquoi un homme qui venait de vendre une entreprise aurait besoin d'aide pour couvrir des délais de transactions bancaires. Elle m'avait répondu: je ne comprenais pas comment fonctionnait la finance internationale. Pourtant, je comprends très bien les flux de trésorerie. Je gère des projets de plusieurs millions d'euros. Si quelqu'un a véritablement revendu son entreprise, son problème de liquidité ne se résout pas en se faisant virer des fonds par une femme qu'il n'a jamais rencontrée en personne. Cet après-midi-là, les choses ont changé publiquement. Les stories Instagram de Linda ont disparu, pas supprimées, mais archivées ou masquées. Son profil LinkedIn, qu'elle avait mis à jour de manière obsessionnelle dans les semaines précédant son départ, est devenu silencieux. Plus aucun post inspirant. Plus aucun commentaire sur ses transitions audacieuses. Vers 20h, heure de Paris, ce qui correspondait à peu près à la même heure à Barcelone, j'ai reçu un email de son compte personnel. L'objet du message disait: peux-tu m'appeler? Le corps de l'email se résumait à une seule phrase: mon téléphone dit que ton numéro n'est pas attribué. Je n'ai pas répondu tout de suite. À la place, j'ai de nouveau vérifié notre compte bancaire commun. Un troisième virement, plus important que les deux premiers réunis. C'est à ce moment-là que la mécanique s'est totalement révélée. Ce vers quoi elle s'était envolée, ce n'était pas un fondateur charismatique, qui l'attendait les bras ouverts. C'était un système, un mécanisme conçu pour extraire de l'argent rapidement et efficacement, avant que la cible ne reprenne ses esprits. Le petit sourire en coin qu'elle m'avait lancé à l'aéroport repassait dans mon esprit. Pas avec colère, mais avec une clarté limpide. Elle avait cru qu'elle faisait une mise à niveau de sa vie. Maintenant, elle en finançait l'illusion. J'ai attendu 1 heure de plus avant de répondre à son email. Court et direct. Que s'est-il passé? Elle a répondu dans les 3 minutes. Le ton était différent. Plus de confiance, plus de supériorité, juste un sentiment d'urgence.
Elle a expliqué qu'Adrien ne s'était pas présenté à l'aéroport. Il lui avait envoyé un texto, disant qu'il y avait un problème de dernière minute, concernant une réunion réglementaire. Il lui avait dit de prendre un taxi jusqu'à l'hôtel, et qu'il la rejoindrait là-bas, plus tard dans la soirée. Il ne l'a jamais fait. Selon son email, il l'avait appelé une fois, depuis un numéro avec un indicatif espagnol. Il semblait pressé. Il lui a raconté qu'il y avait un gel temporaire sur l'un de ses comptes professionnels, en raison d'examens de conformité liés à une acquisition en cours. Il a prétendu qu'il avait besoin de son aide, pour faire le relais d'un transfert, afin qu'un accord ne s'effondre pas. Elle a viré l'argent. Il lui a assuré que c'était temporaire. Il lui a promis de la rembourser intégralement, une fois le gel levé. Il a ajouté que c'était la preuve qu'elle était différente des autres femmes, qu'elle était une véritable partenaire. Au moment où elle m'écrivait, elle n'avait pas eu de ses nouvelles depuis 9 heures. Son WhatsApp affichait une seule encoche grise. Son profil LinkedIn avait disparu. Le site web de l'entreprise, qu'elle m'avait montré des semaines plus tôt, redirigeait désormais vers une page blanche. Elle a raconté avoir essayé d'appeler la réception de l'hôtel, pour demander si quelqu'un nommé Adrien s'était enregistré, ou avait laissé un message. On lui a répondu que personne de ce nom n'était inscrit. Elle a terminé son email par « Je crois que quelque chose cloche ». Je l'ai lu 2 fois. Ensuite, j'ai vérifié à nouveau le calendrier des virements. 3 transferts, en moins de 36 heures. Chacun augmentant en taille. Un schéma d'escalade classique. Créer l'urgence. Instaurer la pression. Récompenser la docilité par des louanges. Puis, disparaître. J'ai répondu par une seule question, combien? Sa réponse a pris plus de temps cette fois-ci. Quand elle est arrivée, c'était un chiffre qui m'a serré la poitrine. Pas par chagrin d'amour, mais par l'ampleur absolue du désastre. C'était la quasi-totalité de ses économies. Elle disait avoir cru que c'était temporaire. Elle disait n'avoir pas voulu m'en parler avant, parce que je n'aurais pas compris. Elle avait raison sur un point. Je comprenais tout à fait, mais pas dans le sens où elle l'entendait. Le montant qu'elle a envoyé était de 182 000 euros. Ce n'était pas notre argent commun. C'était ses économies personnelles, ses primes d'action, ses bonus de performance, cet argent dont elle parlait souvent pour, un jour, lancer son propre cabinet de conseil. Disparu, en moins de 2 jours. Son email suivant était plus long. Elle a expliqué qu'Adrien avait complètement cessé de répondre. Son compte WhatsApp n'était plus actif. Le profil LinkedIn s'était volatilisé. Le site de l'entreprise ne menait plus nulle part. Elle a écrit qu'elle s'était rendue dans un commissariat à Barcelone, et qu'elle avait déposé plainte. Elle a écrit qu'elle essayait de contacter sa banque, pour annuler les virements. Puis, elle a ajouté qu'elle avait besoin d'aide, pour savoir quoi faire ensuite. J'ai relu cette phrase 2 fois. 4 jours plus tôt, elle m'avait dit de faire avec. Elle avait souri avec arrogance, quand je lui avais dit que notre mariage serait terminé si elle montait dans cet avion. Elle m'avait traité de petit esprit, pour avoir remis en question un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Maintenant, elle se retrouvait seule dans une chambre d'hôtel, ruinée financièrement, et cherchant soudainement quelqu'un pour la guider. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai plutôt réfléchi à ce que mon implication signifierait, si j'intervenais pour l'aider à traverser cette procédure de fraude. J'entrerais de nouveau dans une dynamique, où je devrais stabiliser un chaos qu'elle avait volontairement créé. J'avais déjà tracé une ligne définitive à l'aéroport. 1 heure plus tard, un autre email est arrivé. Je sais que j'ai tout gâché. S'il te plaît, parle-moi juste un instant. On y était. Pas de remords pour être parti, pas de reconnaissance de son manque de respect, juste de la panique face aux conséquences. Cela a tout clarifié. Je n'ai pas rédigé de longues réponses. Je n'ai pas donné d'instructions. Je n'ai offert aucun réconfort. J'ai bloqué son adresse email. Ensuite, je l'ai bloquée sur toutes les autres plateformes, par lesquelles elle aurait pu me joindre. Ce n'était pas impulsif. C'était cohérent. Elle a choisi de mettre fin à notre mariage, lorsqu'elle a embarqué dans cet avion. Cette fraude n'annulait pas sa décision. Elle ne faisait qu'exposer la véritable nature de son choix. Pour la première fois depuis son départ, la situation me semblait claire. Pas satisfaisante, mais simplement définitive.
Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat spécialisé en droit de la famille. Non pas sous le coup de l'émotion, mais parce que les délais sont cruciaux. En France, les procédures de divorce exigent de la rigueur et du temps, surtout dès que le dossier est ouvert. Plus vite le compte à rebours commence, plus vite la procédure aboutit. J'ai expliqué la situation en des termes neutres. Mon épouse a quitté le pays pour poursuivre une autre relation. Une perte financière personnelle importante a été subie à l'étranger. Les communications sont rompues. L'avocat n'a pas semblé surpris. Il a demandé s'il y avait des actifs partagés, au-delà des biens ménagers de base. Je lui ai répondu qu'il n'y avait aucun investissement commun, à part le bail de l'appartement et un modeste compte courant joint. Il a conseillé d'entamer les démarches immédiatement, et de documenter la date à laquelle elle avait physiquement quitté le domicile conjugal. Heureusement, j'avais les captures d'écran de la confirmation de vol, et l'horodatage du jour où je l'avais déposée à l'aéroport. Cet après-midi-là, j'ai officiellement retenu ses services. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message vocal d'un numéro international inconnu. Je n'ai pas répondu. Un SMS a suivi, avant que je ne puisse bloquer le numéro. C'était Linda. Elle m'écrivait que sa banque avait gelé le reste de son compte, en attendant l'enquête. Elle disait que son séjour à l'hôtel avait été prolongé sur sa carte de crédit, mais qu'elle ne savait pas combien de temps elle pourrait tenir. Elle ajoutait qu'elle essayait de modifier son vol de retour, mais que les prix des billets avaient explosé. Il n'y avait aucune remise en question sur ce qui l'avait mené là, juste des mises à jour logistiques. J'ai transféré le message vocal et le texte à mon avocat, et je lui ai demandé quelles étaient les prochaines étapes. Il a recommandé de lui signifier officiellement les papiers de la procédure, dès son retour en France. Il m'a également rassuré sur le fait que ses pertes financières personnelles étaient juridiquement séparées de moi, puisque les transferts provenaient de son compte individuel, après qu'elle a effectivement quitté le domicile conjugal. C'était un détail très important. Ce soir-là, j'ai viré ma part des dépenses communes pour le dernier mois sur le compte joint, et j'ai lancé les démarches pour le clôturer à la fin du cycle de facturation. Une séparation nette, et sans bavure. 3 jours plus tard, j'ai reçu une confirmation, via un service d'alerte de vol, qu'elle avait réservé un billet de retour. Elle était allée à Barcelone pour rencontrer l'homme de ses rêves. Elle revenait seule, ruinée, et sans la certitude arrogante qu'elle affichait en passant les portiques de sécurité. Son effondrement n'était plus théorique. Il était programmé pour atterrir. Elle a atterri un jeudi soir. Je ne suis pas allé à l'aéroport. Vers 21h, on a frappé à la porte de l'appartement. Je savais déjà que c'était elle. Le système d'entrée de l'immeuble avait enregistré sa tentative d'utilisation du code d'accès. Son nom figurait toujours sur le bail, donc légalement, elle avait le droit d'entrer. J'ai ouvert la porte, je me suis écarté, et je l'ai laissé faire rouler ses valises à l'intérieur. Je n'ai pas demandé comment s'était passé le vol. Je n'ai pas demandé ce qui était arrivé. Je n'ai invité à aucune conversation. L'appartement semblait différent de lorsqu'elle était partie. J'avais réaménagé le salon, décroché ses cadres, et emballé son matériel de bureau et sa décoration personnelle dans des cartons étiquetés, empilés soigneusement près de la deuxième chambre. Pas par rancune, mais par volonté de transition. Elle est restée là un instant, comme si elle attendait quelque chose de moi, une ouverture, une question, une réaction. Je ne lui en ai offert aucune. Je lui ai indiqué que la chambre d'amis était libre, et que ses affaires étaient organisées à l'intérieur. Je l'ai informé que le compte courant commun serait fermé, à la fin du cycle de facturation. Je lui ai dit que les papiers du divorce étaient en préparation, et qu'elle les recevrait officiellement très bientôt. Tout cela, annoncé d'une voix neutre. Elle a essayé de commencer à s'expliquer. J'ai levé légèrement la main, et j'ai dit que je n'étais pas intéressé par une autopsie de la situation. La chronologie des événements était déjà évidente. Elle a déclaré qu'elle devait trouver comment rebondir. Je lui ai répondu que c'était sa responsabilité. Il n'y avait aucune hostilité dans mon ton, juste un détachement total. Elle a demandé si l'on pouvait au moins discuter de ce que cela signifiait pour nous. Je lui ai répondu qu'il n'y avait pas de nous à analyser. Elle avait mis fin au mariage en montant dans cet avion. L'escroquerie n'y changeait rien. Cela n'avait fait que clarifier le résultat final. Un silence pesant s'est installé dans le couloir. Pendant des mois, elle avait affirmé,
avec une certitude absolue, qu'elle méritait mieux, qu'elle était devenue trop grande pour cette vie stable. Maintenant, elle ressemblait à quelqu'un qui avait fait une grave erreur de calcul, et qui espérait que le système allait se réinitialiser. Le système ne se réinitialise pas. Je suis allé dans la chambre principale, et j'ai fermé la porte. À partir de ce moment-là, nous avons fonctionné comme deux colocataires à la fin d'un bail. Pas de repas partagés, pas de conversation, pas de débriefing sur Barcelone. Le rêve qu'elle poursuivait s'était dissipé, et j'étais déjà passé à autre chose, je n'avais plus besoin d'en entendre les détails. Les semaines qui ont suivi ont été purement procédurières. Elle logeait dans la deuxième chambre, je gardais la chambre principale. Nous coordonnions les horaires de la salle de bain, comme des collègues de travail sur des horaires décalés. La communication se limitait à la logistique, concernant les factures d'électricité et la date de fin du bail. Je n'ai posé aucune question sur l'enquête concernant son argent. Je n'ai pas cherché à savoir si la banque avait pu récupérer quoi que ce soit. Ce chapitre était détaché du mien. Elle passait la plupart de ses soirées sur son ordinateur portable, probablement à gérer les services de répression des fraudes et les réclamations d'assurance. De temps en temps, je l'entendais au téléphone, parlant d'un ton contrôlé, maîtrisé, très éloigné de l'assurance qu'elle affichait avant Barcelone. Les papiers du divorce lui ont été signifiés, 2 semaines après son retour. Elle ne les a pas contestés. Il n'y a pas eu de confrontation dramatique, pas de révélation de dernière minute, pas de supplication pour une réconciliation, qui m'aurait forcé à faire un choix émotionnel. Le carrefour décisif avait été franchi à l'aéroport. Une fois le bail expiré, j'ai emménagé dans un appartement plus petit, plus près de mon bureau. Un trajet plus simple, un loyer moins cher, et moins de souvenirs. Elle a emménagé chez une amie, à l'autre bout de la ville. Je l'ai appris indirectement, via une notification de changement d'adresse, liée à une dernière facture d'électricité. Quant à l'argent, j'ai fini par apprendre, par une connaissance commune, qu'une infime fraction seulement avait été récupérée. La majeure partie avait été transférée à travers de multiples comptes internationaux, dans les heures qui ont suivi son virement. C'est ainsi que fonctionnent ces opérations. Urgence, exclusivité, chantage émotionnel. Ce qui me marque, ce n'est pas la fraude en elle-même. C'est la facilité avec laquelle elle a rejeté la réalité vérifiable, au profit d'un fantasme soigneusement mis en scène. Les registres publics existaient. Les incohérences étaient flagrantes. Mais l'histoire qu'il lui racontait correspondait parfaitement à la façon dont elle voulait se percevoir, ambitieuse, choisie, supérieure aux autres. Je n'ai pas perdu d'argent. Je n'ai pas perdu ma stabilité. Ce que j'ai perdu, c'est l'illusion que nous construisions quelque chose de solide. Quand elle m'a dit de faire avec, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait avec, en me retirant silencieusement. Parfois, la réponse la plus propre face au manque de respect, ce n'est pas la vengeance ou la dispute. C'est une sortie discrète. Elle a poursuivi un rêve qui n'était pas réel. Et ce faisant, elle a prouvé quelque chose de très réel, au sujet de notre mariage. Et une fois que je l'ai vu clairement, il n'y avait plus rien à débattre.